Uh, yeah. Uh. Bonjour à tous, c'est Hugo du podcast Devenir triathlète. Je remplace aujourd'hui Charlie pour l'introduction du jour et au sujet de l'épisode 408, on va parler transition. Transition en triathlon pour un nouveau format d'épisode, le premier d'une longue série, je l'espère, dédié à des guides pratiques pour vous aider à progresser et à performer sur certaines thématiques du triathlon. Et aujourd'hui, on commence cette série avec le sujet des transitions. Ça peut paraître simple et pourtant c'est négligé par 80-90% des triathlètes. Quand je dis négligé, c'est-à-dire que ce n'est pas optimisé. Et pourtant, il y a bon nombre de secondes, voire de minutes à aller chercher sur de simples transitions et sur des triathlons, que ce soit S, M ou même longue distance, minute après minute, ça peut quand même être intéressant à la fin sur le chrono sans dépenser d'efforts physiques supplémentaires. Donc Charlie et Hermano vont vous livrer leurs meilleures astuces pour optimiser vos transitions. Et juste avant ça, on fait un petit point sur l'actu, puisque c'est tout chaud, c'est tout frais. C'était hier les championnats du monde Ironman femmes à Nice, avec la victoire de Laura Philippe devant Kate Matthews, Chelsea Sodaro. Et à noter, 3 belles places de nos Françaises avec Marjolaine Pierret qui fait 4e, Jeanne Collonges 12e et Julie Yemolo 30e. Voilà la prestation de nos Françaises à Nice. Je vous laisse sans plus attendre avec l'épisode du jour. Place à Charlie et Hermano pour les transitions. Bonne écoute. 2, 1. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X OpenTri. On parle d'OpenTri, on revoit un petit peu notre planning éditorial, on revoit un petit peu les formats des épisodes qu'on vous propose et puis justement, je suis très content d'avoir Charlie avec moi à mes côtés, Charlie d'OpenTri et on va vous proposer un nouveau format d'épisode aujourd'hui. Salut Charlie. Salut Armano, comment tu vas? Ça va, t'as vu, je suis un petit peu déstabilisé, un nouvel épisode, j'ai du mal à trouver mes mots, tu me perturbes. Écoute, il va falloir prendre les marques, ça tombe bien, le sujet du jour, c'est aussi un sujet sur lequel il faut prendre ses marques. Donc non, c'est très chouette, on est très heureux de vous proposer ce nouveau format. On espère qu'il va vous plaire et qu'il va vous apporter plein de bons conseils. Yes, écoute, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. On s'était dit qu'après les conseils d'experts de Sébastien Diffenbrom sur la nutrition, d'ailleurs, si vous n'avez pas écouté cet épisode, on vous invite toutes et tous à aller l'écouter. On est resté un peu simple, j'ai envie de dire, on n'est pas trop rentré dans le détail de la nutrition et de la micronutrition dans le triathlon. Et c'était l'objectif, c'était un petit peu un épisode d'introduction à ce qu'on appelle les conseils d'experts. Vous retrouverez ce type d'épisode une fois par mois à peu près sur le podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on vous propose plutôt un format discussion avec Charlie et on va aborder le sacro-saint sujet des transitions dans le triathlon. N'est-ce pas, Charlie? Ouais, un super sujet qui est qui fait souvent bien peur aux débutants parce que c'est une vraie particularité du triathlon, que c'est un truc qui est assez difficile à réaliser à l'entraînement et qui est souvent pas mal obscur pour les débutants qui se demandent un peu comment se passe une transition, à quel moment je retire ma combi, est-ce qu'il faut que je mette des chaussettes pour partir à vélo. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de discuter de ce sujet-là pour déconstruire un peu les mythes et puis surtout pour vous expliquer clairement pas à pas comment se passe une transition. Ça, c'est pour les débutants. Et pour les plus experts, comment est-ce qu'on peut gagner du temps sur les transitions? Parce que s'entraîner dans les trois sports pour gagner quelques secondes ou quelques minutes, c'est bien. Mais quand on peut gagner des secondes ou des minutes quasiment gratuites sans entraînement en transition, c'est encore mieux. Ouais, moi, tu sais, tu me connais, j'aime bien vulgariser un peu les choses. Je te propose qu'on commence par une toute première chose qui serait, en fait, c'est quoi une transition? C'est quoi ce mot transition? Parce qu'on fait du triathlon, on fait 3 sports, TR, ouais, ok, bon, ça marche, mais c'est quoi une transition? Pourquoi on doit transitionner? On fait une mue, on passe d'un poisson à un humain? Qu'est-ce qui se Alors, passe? bon, les transitions, c'est globalement les périodes de changement entre les différentes disciplines du triathlon. Des transitions, il y en a deux, étant donné qu'on enchaîne 3 disciplines en triathlon. Il y a la première transition qui passe de la natation au vélo, qui s'appelle la transition 1, la T1 souvent, et la transition 2 qui passe du vélo
à la course à pied. Ça, c'est la T2. C'est aussi un lexique que vous retrouvez sur les épreuves de duathlon ou d'aquathlon, les autres épreuves enchaînées, sur lesquelles la transition, c'est toujours le moment où on se change pour passer à la discipline suivante. Et alors, Tu dis on se change. D'ailleurs, est-ce qu'on se change obligatoirement pour passer d'une discipline à l'autre? alors, on va le voir, ça dépend des cas. La plupart du temps, on va essayer de minimiser les changements pour gagner le plus de temps possible. Après, ça va dépendre des conditions de natation. Est-ce qu'on a nagé avec une combi ou sans combi? Ça dépend aussi souvent de la longueur de l'épreuve. Sur des épreuves type courte distance, il y aura très peu d'intérêt à se changer et on essaiera de rester en trifonction tout le long. Là où sur des épreuves plutôt d'Ironman, voire même d'ultra, il peut être un peu plus judicieux de se changer pour gagner un peu en confort. Mais on va le voir, il y a un vrai enjeu surtout sur les courtes distances, de gagner du temps sur ces transitions, parce que gagner du temps, c'est aussi gagner du stress. Ça, on en reparlera un peu après. Ouais, effectivement, c'est ce que j'allais dire, parce que gagner du temps à tout prix, c'est une chose, mais si c'est pour se rajouter du stress, de la charge mentale, alors qu'on a déjà des milliards de choses à penser quand on est en pleine compétition, entre l'alimentation, regarder tout droit, nager tout droit, ne pas rater la bouée, éviter la mandale du copain ou de la copine qui nage avec nous dans la lessiveuse, ça fait pas mal de choses à penser. Donc, si on pouvait déjà préparer un peu ces transitions, et c'est justement l'objectif de l'épisode du jour, qu'est-ce qu'on peut faire, Charlie? Alors, tu as raison, petit point de précision, tu as raison, je rebondis sur ce que tu dis, Arnaud. En fait, déjà, ce sujet de la transition, il va falloir l'aborder différemment selon son niveau d'expérience et son objectif sur triathlon. Si on est débutant et qu'on va s'aligner sur son ou ses premiers triathlons, le premier objectif, c'est de limiter le stress et que ces deux périodes-là de transition soient faciles à aborder, qu'on prenne ses marques, qu'on sache dans quel ordre faire les choses sur les deux transitions. Et puis, si on est un peu plus compétitif, là, on va pouvoir commencer à optimiser ces transitions, à gagner du temps. N'essayez pas, si c'est votre premier triathlon, de faire une transition comme on le voit sur les World Series. Vous allez d'abord prendre les réflexes, faire les choses dans l'ordre avant d'aller un peu plus loin. Les premiers conseils qu'on peut avoir qui sont génériques, on va dire, qui sont valables autant pour la T1 que la T2, c'est de visualiser très clairement ce que vous allez devoir faire. Et ça commence même avant l'épreuve, ça commence juste sur un papier, en se disant 24-48 heures avant l'épreuve, ok, qu'est-ce qui se passe lors de la transition 1? Comment je me retrouve, dans quelle situation? J'ai une combi, j'ai pas de combi, j'ai mon bonnet, j'ai mes lunettes. Dans quel ordre je retire ça? Et l'idée, c'est vraiment de déconstruire petit à petit pour que lorsque je me retrouve en situation, en sortant de l'eau, avec souvent le cardio assez haut, avec l'esprit un peu embrumé, parfois la tête qui tourne, ça je laisse la surprise pour ceux qui vont faire leur premier triathlon, c'est d'avoir les idées les plus claires possibles et que ça devienne vite des automatismes. Je peux réagir un peu. Tu dis que ça se prépare éventuellement 24-48 heures avant avec une feuille, un papier, un stylo. Moi, je te donnerais déjà un tout premier conseil. Si vous avez envie de vous aligner sur un triathlon et que du coup vous vous inscrivez à une épreuve, lisez le règlement. Dans le règlement de l'épreuve, et il y a forcément un règlement dans une épreuve, mais vous pouvez même monter au règlement de la fédération dont dépend votre épreuve, parce que vous concourrez peut-être pas en France. Lisez le règlement, lisez les règlements. Ça vous donne déjà beaucoup d'informations et notamment sur l'organisation de cette fameuse transition. On va y revenir, mais ce sont des points importants qui peuvent vous porter préjudice au-delà de rajouter du stress, au-delà de vous prendre les pieds dans un tapis ou dans autre chose. Ouais, tout à fait. Et cette partie de prépa en amont, en fait, elle est hyper importante. C'est juste un petit exercice de visualisation aussi. Dire, OK, voilà dans quelle situation je me retrouve et voilà comment je le prépare. Et ensuite, je dirais que la phase suivante de la préparation des transitions, ça se passe quand j'arrive dans le parc à vélo. Quand j'arrive dans le parc à vélo, avant le début de l'épreuve, lorsque j'installe mes affaires, là déjà, un emplacement bien préparé avec les affaires placées dans le bon ordre, c'est déjà s'assurer une transition la plus fluide possible. Ça veut dire que, concrètement, alors on va rentrer dans les détails après de ce qu'on peut faire, pas faire, mais concrètement, je ne vais pas planquer mes chaussures de course à pied au fond d'un sac. Si je veux juste
ne pas être en situation de stress, pouvoir les sortir rapidement et les mettre rapidement lors de la T2. Je ne vais pas les planquer au fond d'un sac. C'est pareil, je vais éviter aussi, je vais réserver un emplacement pour, lorsque je sortirai de l'eau, jeter ma combi et éviter que ma combi mouillée, elle arrive sur mes baskets de course à pied que je vais reprendre 1, 2 ou 3 heures plus tard et sur lesquelles je démarrerai avec de l'eau dedans. Il y a vraiment un truc sur comment je prépare ma zone de transition, je mets les choses dans l'ordre, je mets les choses clairement exposées pour que je puisse les attraper au bon moment. Et donc ça, c'est juste aussi un petit travail de préparation à faire quand on arrive dans le parc à vélo pour être sûr d'avoir tout à disposition. Et je rebondis encore une fois là-dessus sur le point règlement. Regardez le règlement parce que parfois, il y a des organisations qui vous obligent à venir avec un bac. Vous n'avez pas de bac? Ah bah ouais, bah vous ne pouvez pas prendre le départ. Il y a des obligations, des organisations qui vous obligent à mettre vos affaires dans le bac. Il y en a qui vous obligent à respecter le petit carré pour pas empiéter sur la place du copain. Il y en a qui vous obligent à mettre le vélo de telle manière, dans tel sens, etc. Donc vraiment, lisez le règlement pour aussi éviter tous ces moments de stress et pouvoir organiser votre espace de transition quand vous sortez de l'eau et que vous allez prendre le vélo ou quand vous revenez au parc à vélo et que vous allez partir en course à pied. Ouais. Et si on peut faire quelques généralités sur les emplacements, vous avez toujours un emplacement qui vous est dédié. Vos affaires ne doivent la plupart du temps pas dépasser de cet emplacement et doivent être mises soit dans un bac, comme le disait Hermano, soit dans un emplacement précis d'où elles ne devront pas dépasser. Vos affaires ne devront pas dépasser la limite de la roue avant de votre vélo. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un emplacement propre et qui soit bien placé. Des petits trucs auxquels penser pour les débutants, c'est vraiment se concentrer, encore une fois, sur avoir toutes ces affaires accessibles dans l'ordre. Pour les gens qui sont un peu plus avancés, là, on va pouvoir rentrer dans des choses qui sont de l'ordre de l'optimisation. Notamment, je pense à sur la première transition, lorsque vous sortez de la natation et que vous allez prendre votre vélo, à des choses qui peuvent être déjà un peu plus avancées. Alors, typiquement, ça, vous le voyez souvent, les chaussures accrochées directement sur le vélo. Donc ça, les chaussures accrochées sur le vélo, ça veut dire que vos chaussures de vélo sont clipsées et qu'elles sont, la plupart du temps, tenues avec un élastique dans la boucle arrière de la chaussure et sur le cadre. Ça permet d'avoir les chaussures à plat, elles sont prêtes à être enfilées, elles sont ouvertes en grand, et ça me permet de ne pas avoir à mettre mes chaussures et surtout pas avoir à courir avec mes chaussures, pas abîmer les semelles, qu'elles soient en carbone ou pas, mais pas abîmer les semelles, pas abîmer les cales, et s'assurer aussi de ne pas glisser. Donc, bon, alors là, je le dis, si vous voulez avoir une petite illustration, on va demander à Hugo qui s'occupe des vidéos de nous incruster une petite image à ce moment-là, parce que si vous avez jamais fait de triathlon et que vous visualisez pas, vous êtes certainement en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il me raconte, un élastique, des chaussures, le vélo, comment je fais, j'arrive au vélo, il faut que je décroche mon élastique, je prends quoi, je prends le chouchou de ma sœur, non, c'est tout simple, des petits élastiques de cuisine, vous accrochez ça sur la boucle de la chaussure à l'arrière, la chaussure de vélo, elles sont en général prévues pour ça, les chaussures de triathlon, et puis vous passez l'élastique dedans et ce petit élastique vous l'accrochez à un endroit sur le cadre, en général c'est la tâche rapide de la roue arrière, et ce qui fait que quand vous allez monter sur le vélo avec la pression, le petit élastique de cuisine il va péter, ça tiendra la chaussure, mais ça vous évitera de perdre du temps et de râper les chaussures par terre. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que s'il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles à visualiser là, on vous mettra bien sûr dans le lien de l'épisode, dans la description de l'épisode, le lien vers l'article et le guide avec les photos et tout le détail pour que vous puissiez y revenir ensuite. Après, c'est peut-être si on rentre dans le détail des deux transitions. La première transition natation-vélo, elle débute finalement même un peu avant la sortie de l'eau. Parce que lorsque je fais mes derniers mètres ou mes dernières centaines de mètres en natation, il faut déjà que je pense à ce qui va se passer après. Il y a deux trucs qu'on peut penser à faire dès lors qu'on commence à voir la fin de la partie natation. Le premier truc, c'est commencer à remettre des jambes un peu plus activement. Remettre des jambes parce qu'on va en avoir besoin pour démarrer la partie vélo. Donc, on remet un peu de jambes, gentiment, on ne s'épuise pas, mais on réactive un peu les chaînes musculaires inférieures. L'autre truc, c'est aussi, si vous avez respiré toujours du même côté, de reprendre quelques respirations des deux côtés sur les dernières centaines de mètres. Ça permet d'éviter d'avoir la tête qui tourne et de se resituer un peu mieux dans l'espace avant de sortir de l'eau. Ça, c'est les deux trucs qu'on peut faire quand on est encore dans l'eau.
Quand je sors de l'eau, plusieurs trucs. Je me retrouve avec typiquement donc, mon bonnet sur la tête, mes lunettes sur les yeux et une combi. Le premier truc à faire, ça va être de retirer le haut de sa combi. Alors les combis, vous le verrez si vous en avez pas encore enfilé, elles peuvent se retirer par le haut ou par le bas. Ça, c'est un truc qu'il va falloir aussi voir à l'entraînement pour être sûr de retirer sa combi le plus vite possible. Une fois que j'ai sorti les bras de la combi, et attention, c'est pas si simple que ça. Une fois que j'ai sorti les bras de la combi, je peux commencer à retirer mes lunettes, voire retirer mon bonnet pour préparer ma transition. Peut-être petit aparté là-dessus, sur la combi, petite astuce. Si vous voulez que la combi se retire plus facilement aux bras, mais aussi aux jambes, vous pouvez mettre un peu de crème anti-frottement aux poignets et aux chevilles pour que vous puissiez les retirer plus rapidement. Comme la combi est un équipement qui est très, très près du corps, pour ne pas laisser passer d'eau, on a aussi parfois un peu de mal à les retirer. Donc ça, c'est pour la T1. Donc j'arrive, j'ai retiré ma combi, j'ai mon bonnet et mes lunettes dans la main et j'arrive à mon parc à vélo. Quand j'arrive sur mon parc à vélo, je commence à poser mes lunettes et mon bonnet dans un endroit qui ne va pas mouiller le reste de mes affaires dont j'aurai besoin plus tard. Et ensuite, on va finir de descendre la combi. On la descend sur les hanches, on la descend sur les genoux et finalement, on la descend sur les chevilles. Petite astuce, vous l'avez déjà probablement vu chez des pros, pour finir de retirer la combi au niveau des chevilles, c'est parfois là aussi un peu compliqué. Donc au-delà de l'astuce de mettre un peu de crème anti-frottement, on finit aussi de la retirer en appuyant, en posant l'autre pied sur la combi. Je pose un pied sur la combi, je retire l'autre pied, je repose l'autre pied, je retire le premier. Ça encore, on a des vidéos pour vous montrer ça sur l'article qui sera en description de cet épisode. J'aimerais bien voir Charlie en train d'enlever sa combi en pleine transition, ça doit être sympa, tiens. Ça, en fait, c'est souvent le plus compliqué pour les débutants quand on voit les transitions. C'est souvent là qu'on perd le plus de temps parce que c'est pas facile, parce que finalement c'est hyper ajusté et parce que c'est un peu la panique à bord quand on arrive à côté de son Parce vélo. qu'on est complètement désorienté, quoi. Exactement. Petite astuce là-dessus aussi. Retrouver son emplacement, finalement, on fait passer ça comme si c'était un truc hyper facile. Il faut retrouver son emplacement, ça veut dire aussi avoir pris des informations avant, donc quand je suis encore en phase d'installer mes affaires dans le parc, pour repérer mon emplacement facilement. Parce que, alors si vous êtes sur un petit triathlon, il n'y aura pas forcément beaucoup d'allées, pas forcément beaucoup de vélos. Si vous êtes à La Baule, à l'Alpe d'Huez ou à Embrun, il y a des vélos dans le parc. Et comptez pas sur le fait de retrouver votre numéro juste comme ça, alors qu'il est inscrit sur un tout petit autocollant. Vous essayez de retrouver des repères visuels. Tiens, je sais que mon allée, elle est en face de cet arbre-là. Je sais ensuite que je suis à peu près au milieu de l'allée. N'hésitez pas, vous avez le droit sur votre emplacement la plupart du temps de laisser une serviette. Ok, une serviette fluo, ça permet peut-être de se retrouver plus facilement à son emplacement. On va bien joué, tu as donné le tuyau. Maintenant, tous les mecs qui vont faire des triathlons vont tous avoir une serviette fluo, donc il faudra y aller avec une serviette noire. Ça, si tout le monde appliquait les conseils, ça se saurait. Non, mais ouais, ça peut être ce genre de truc qui peut faciliter un peu la vie, quoi. On arrive là, on est devant son vélo normalement, on a acheté les affaires, tout est là, on est prêt à partir pour la partie vélo. Je le répète, je fais mon chieur avec le point de règlement. Attention à la combi. Vous l'avez enlevé, que vous soyez aguerri ou pas dans l'extraction de ce fameux néoprène, ne jetez pas le néo, la combi, n'importe où. Il faut la mettre dans votre bac ou en tout cas à votre emplacement. S'il y a un bout du pied de la combi qui dépasse sur l'emplacement d'à côté et qu'à ce moment-là, il y a un arbitre qui passe, ce serait dommage de se prendre une pénalité à ce moment-là, voire même, au-delà de la pénalité, que l'arbitre récupère la combi, que quand vous allez récupérer votre vélo à la fin du triathlon, vous oubliez la combi, et puis 3 semaines après, pour la prochaine compétition, vous vous rendiez compte que vous avez oublié votre néo sur votre dernier lieu de compétition parce que simplement, la combi était mal mise par terre, et ça, c'est un point de règlement. Donc, je suis assez embêtant avec cette histoire de règlement, et d'ailleurs, il y a un autre point qu'on va aborder, j'imagine, dans quelques instants, Charlie, mais faites vraiment bien attention à ces points de règlement, ça peut vous pourrir votre expérience de votre compétition.
Et c'est particulièrement vrai sur les épreuves fédérales, qualificatives, notamment pour les divers championnats. Là, les arbitres sont hyper vigilants là-dessus et le moindre écart est directement sanctionné. Voilà, ça concerne probablement les athlètes les plus expérimentés qui nous écoutent, mais ça, faites-y bien gaffe lorsque vous êtes sur des épreuves qualificatives. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, je me suis débarrassé de mes affaires de natation et je vais pouvoir me préparer pour le vélo. Le premier truc à faire, et ça, c'est vrai dans tous les règlements, c'est de commencer à enfiler son casque et de le fermer. Ça, avant de toucher à son vélo, avant de pouvoir partir à vélo, on met son casque et on ferme la jugulaire. Là, n'oubliez pas non plus de mettre votre ceinture porte-dossard. Ceinture porte-dossard, il est facile de partir sans, pardon, parce qu'on n'y pense pas forcément. Si elle est posée, on va dire, si elle est enfilée autour de votre cintre, bon, a priori, vous allez y penser, vous n'allez pas décoller sans. Vous prenez ensuite ce qu'il faut, votre ravito, si vous avez besoin d'emmener du ravito sur le vélo, vos lunettes, si vous en avez, et vous pouvez décoller. Donc encore une fois, je répète, mais c'est important parce que ça peut être un vrai motif de sanction, on ne touche pas au vélo tant que son casque n'est pas enfilé et fermé. Et ensuite, je sors du parc à vélo avec mon vélo à la main. Je n'ai le droit de monter dessus, mais ça vous le savez si vous avez déjà fait quelques triathlons, que lorsque j'arrive devant la ligne qui matérialise la sortie du parc à vélo, où des arbitres m'attendent, la plupart du temps avec des drapeaux, pour m'indiquer que c'est là que j'ai le droit de monter sur mon vélo. Parmi les points d'attention là-dessus, c'est pareil, avancer en marchant ou en courant avec son vélo tenu d'une seule main, ça s'apprend, c'est pas forcément évident. Et là, il y a un vrai enjeu, alors à la fois pour les débutants, juste pour pas gêner les autres concurrents, se gêner soi-même ou se faire mal, mais aussi pour les beaucoup plus avancés, qui est de savoir, on va dire, conduire son vélo en courant plus que en marchant, pour gagner un peu de temps. Donc là, pensez à le faire, c'est pas forcément évident au début, et puis pour les plus avancés, ça permet de gagner du temps. D'ailleurs, tu parles de tenir son vélo à une main. Dans l'article qui est sur OpenTree, vous donnez une précision, c'est pas tenir son vélo à une main au niveau du guidon, mais plutôt au niveau de la selle, n'est-ce pas? Exactement. Le point de fixation lorsqu'on le tient avec la selle est bien plus, ça donne un vélo bien plus stable, bien plus facile à conduire que de le tenir par le guidon. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui s'apprennent, sur lesquelles vous pouvez vous entraîner facilement et qui vont être importantes à maîtriser. Là, c'est parti, vous pouvez monter sur votre vélo et démarrer pour la partie cycliste. Seul truc sur lequel vous pouvez faire attention, c'est de démarrer aussi avec le bon développement, le bon braquet, pour démarrer la partie cycliste. Bon, s'il y a une bosse juste après le départ, bon, peut-être que grand plateau, petit pignon, c'est peut-être pas le bon choix. Prévoyez un peu ce qui va se passer après. Donc là, on a terminé la première transition, on est parti pour notre partie vélo. Moi, je rajouterais un point dans la transition, justement, parce que je pense que c'est des choses qui sont parfois oubliées, mais qui, pour moi, peuvent être aussi marqueurs d'une bonne journée passée, voire d'une bonne compétition, d'un bon résultat. Et je l'intègre dans la transition. C'est dès que vous montez sur le vélo, toujours dans votre esprit de visualisation, de préparation de ce moment, donnez-vous 3, 4, 5 minutes de premier coup de pédalage et tout de suite, il faut prendre l'habitude de prendre votre bidon et de vous réhydrater. Vous venez de nager un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure sur les triathlons les plus longs, 1 heure et demie sur l'Ironman parfois. Vous n'avez rien bu dans l'eau, même si vous étiez dans l'eau, vous n'avez rien bu. La première chose à faire, et encore plus si vous nagez dans un environnement salé, dès que vous êtes sur le vélo, que vous êtes un petit peu sorti de la masse, prenez de quoi boire pour vous réhydrater. Moi, je l'intègre vraiment dans la transition parce que je pense que ça peut avoir un effet néfaste si on ne le fait pas. Et j'ajouterais en plus, tu as raison, Hermano, que tout ce qu'on peut faire sur le vélo ou ensuite sur la deuxième transition en course à pied, plutôt que dans la zone de transition, il faut plutôt le faire pendant qu'on est en mouvement. Typiquement, l'exemple que tu prends, se ravitailler, il est préférable de le faire lorsqu'on est en mouvement plutôt que lorsqu'on est arrêté dans le parc. Mettre ses lunettes de vélo, ça va peut-être être pour les plus expérimentés,
Mais il vaut mieux le faire sur le vélo en mouvement que arrêter dans le parc à vélo. Voilà, ça, c'est des petites choses auxquelles il faut penser lorsqu'on veut optimiser ces transitions. Et d'ailleurs, petit point là-dessus, je ne sais plus avec quel invité on en avait parlé, les lunettes de vélo, s'il vous plaît, ce n'est pas en dessous de la jugulaire, c'est au-dessus de la jugulaire. Parce que en cas de chute, si vous mettez les lunettes sous la jugulaire, donc sous les sangles du casque, et que vous tombez, les lunettes vous lacèrent le visage. Si vous les mettez au-dessus de la sangle et que vous tombez, les lunettes se cassent, mais ne vous lacèrent pas le visage. Petit point d'amélioration et pour éviter de finir défiguré, parce que c'est comme l'assurance, hein, on essaie de ne pas penser aux mauvaises choses, mais le jour où ça se produit, on est bien content de ne pas se prendre un verre de lunettes dans la joue et que les lunettes soient cassées plutôt que ce soit notre visage. Oui, très juste. Sur la partie T2 maintenant, la seconde transition. Donc je termine mon épreuve cycliste et je vais démarrer ma course à pied. Pareil, on peut anticiper un peu cette transition-là en mettant un peu plus de cadence de pédalage, un peu plus de fréquence de pédalage dans les dernières minutes pour remettre un peu plus de sang dans les muscles inférieurs en prévision de la course à pied. Et pareil, là, il va falloir aussi penser à visualiser ce qui va se passer sur cette deuxième transition. Là, pour cette descente du vélo, alors, il y a deux écoles. Si vous êtes très, très débutant, vous pouvez vous arrêter, déclipser et rejoindre votre emplacement avec vos chaussures de vélo au pied. Ça, c'est embêtant pour deux raisons. Encore une fois, le risque de chute, mais aussi le fait que ça vous fasse perdre pas mal de temps. Dès lors que vous le pourrez, la bonne pratique, c'est d'ouvrir ses chaussures sur les derniers mètres de la partie vélo, de poser le pied au-dessus, de poser le pied au-dessus et faire les derniers coups de pédale avec les pieds au-dessus de la chaussure, et ensuite de descendre du vélo pieds nus. Encore une fois, on a les visuels sur l'article qui aideront peut-être à se figurer tout ça si c'est pas clair pour vous, mais là c'est un vrai truc qu'il va vite falloir maîtriser parce que c'est dangereux et pas optimal de garder ses chaussures et de courir dessus, surtout à la deuxième transition. Donc, situation idéale, je laisse mes chaussures sur le vélo et donc je cours encore une fois jusqu'à mon emplacement avec le vélo dans la main dont je tiens la selle. Je reprécise, hein, mais à la transition 2, lorsque vous terminez le vélo, il y a encore une fois une ligne qui matérialise la fin de la partie vélo et vous devez descendre de votre vélo avant cette ligne-là. Pour les plus compétitifs, pensez aussi au fait, notamment si vous êtes sur des épreuves avec drafting, que être en début de groupe ou en fin de groupe lors d'une transition, il y a une vraie différence. Alors, une différence de quelques secondes peut-être sur le chrono, mais une différence de tranquillité surtout sur la place que vous allez avoir pour faire votre transition. Descendre du vélo et perdre le moins de vitesse possible, c'est-à-dire continuer à courir à 12, 14, 18 km/h, ça s'apprend. Et quand on est dans un peloton, c'est plus compliqué quand on est derrière que devant. C'est-à-dire que si on peut aller se replacer à l'avant du groupe pour gagner un peu en sérénité, n'hésitez pas à le faire. Je tiens donc mon vélo par la selle et je retourne à mon emplacement, encore une fois. Comme pour la T1, j'ai repéré quelques éléments qui me permettaient de bien savoir où situer mon emplacement et donc j'y retourne. Ah bon, parce qu'on ne laisse pas le vélo n'importe où? Non, ce serait vite un beau bazar. On doit bien entendu aller reposer le vélo à son emplacement. Bon, puis de toute façon, on n'a pas le choix parce qu'on a nos affaires de course à pied qui sont à cet emplacement. Je vais encore refaire mon point règlement parce que tu ne l'as pas encore précisé. J'imagine que tu allais le faire. Le casque. On ne décroche pas le casque tant que l'on n'a pas lâché le vélo. C'est pas compliqué. En triathlon, transition, on n'attrape pas le vélo tant que le casque n'est pas serré et on ne lâche pas, on ne desserre pas, on ne décroche pas le casque tant qu'on n'a pas lâché le vélo. C'est aussi simple que ça. Ouais, exactement. Là-dessus, une fois que j'arrive à mon emplacement, donc je repose mon vélo. Une fois que le vélo est posé, je retire mon casque. Et après, le principal équipement en course à pied, ce sont les chaussures.
J'enfile mes chaussures. Alors, vous allez le voir si vous n'avez pas trop l'habitude. Enfiler des chaussures à ce moment-là d'un triathlon, c'est pas aussi simple que de les enfiler chez soi tranquillement quand on va démarrer son footing. Surtout que vos chaussures, la plupart du temps, sont équipées de lacets élastiques qui permettent de ne pas avoir à faire ces lacets pendant les transitions, mais d'avoir directement le lacet qui est déjà la chaussure qui est prête à être enfilée. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles il va falloir travailler un peu à l'entraînement, s'habituer à ces lacets-là, à la bonne pression des lacets pour être sûr que le jour de la course, ça roule assez facilement. Mais attends, parce que mettre les chaussures, c'est une chose, mais le plus dur, le plus long, le plus compliqué, c'est d'enfiler les chaussettes. Est-ce que tu mets des chaussettes, toi, Charlie, sur une compétition? Alors, c'est une bonne question. Principalement, ça va dépendre de la distance. Si on est sur des triathlons courts, franchement, on peut tout à fait courir sans chaussettes dès lors qu'on a des chaussures auxquelles on est habitué et qui sont à peu près confortables. La question va se poser, moi je trouve, principalement sur du L ou de l'Ironman. Sur l'Ironman, bon, la question, je pense, elle est assez claire. Il est préférable d'en mettre 42 km. Voilà. Mettre une paire de chaussettes, ça va vous prendre 30 secondes pour éviter les ampoules. Ça peut être pas mal. Sur Alf, voire même sur M, la question peut se poser. Si vous êtes très sensible de ce côté-là, c'est peut-être un bon point de les mettre parce que ça peut vite être du temps rentabilisé, 30 secondes pour mettre des chaussettes, mais si c'est pour s'arrêter au 10e kilomètre parce que vous avez des ampoules partout, c'est peut-être pas un bon choix. Donc les chaussettes, moi je dirais, se posent sur triathlon. Enfin, la question se pose sur M et Alf. Sinon, sur le reste, je pense qu'il vaut mieux pas en avoir sur les petites distances et il vaut mieux en avoir sur Ironman. Tiens, petite question, peut-être anecdote d'ailleurs. Est-ce qu'on est obligé de mettre des chaussures pour courir? On n'est pas obligé de mettre des chaussures pour courir. Non, on n'est pas obligé. Sur la plupart des épreuves, on n'est pas obligé de mettre des chaussures pour courir. Tu avais une idée derrière la tête, Hermano, ou c'était juste par pur plaisir sadique de faire courir sans... Non, mais il me semble que c'était Vincent Louis, je crois, qui avait gagné une compétition comme ça. Il avait fait une transition, il était arrivé dans le groupe de tête et il a posé le vélo, il est parti pieds nus. Alors c'était un sprint ou un super sprint, mais ça lui a permis de gagner la course. Je crois que c'était David House, non? Ouais, je crois que c'était Davidos qui avait terminé pieds nus. Ouais. Bon, ça reste anecdotique, mais voilà, ça fait une petite histoire à raconter. En même temps, je sais pas, si tu es sur une course au JO, que tu arrives dans le peloton et puis que tu as déjà fait une prépa pieds nus et que ça ne te gêne pas, surtout qu'au JO, de toute façon, tu cours sur un tapis. Bon, bah, pourquoi pas, quoi. Enfin, un tapis rouge, je veux dire. Tu cours dehors, mais why not, non? Tu le ferais pas, toi? Pas sûr. Je te laisse tenter, je te suis après. Ça va. Non, mais c'est vrai. Mais ça peut arriver. Enfin, j'ai le souvenir l'année dernière sur un triathlon que je faisais avec Hugo, membre de l'équipe OpenTri, qui se retrouve à avoir des ampoules parce qu'on a couru dans le sable sur le premier tour, qui finit son deuxième tour de course à pied, pieds nus en tenant les chaussures dans la main, quoi. Mais point important, en tenant les chaussures dans la main. Si vous démarrez avec des chaussures, vous ne les laissez pas sur le côté. Vous finissez avec. Ouais, on ça, n'a pas le droit un point de règlement. Mais l'aide extérieure, même pour ramasser des chaussures, c'est une aide extérieure. Donc, ou alors, vous pouvez les laisser sur le bord, vous finissez votre triathlon et puis après, vous retournez les chercher. Donc, vous reperdez du temps pour repasser la ligne avec la chaussure. Remarque, ça peut être marrant si c'est si c'est des courses à pied en boucle. Je sais pas, tu as 5 boucles, il y a 2 boucles, tu as envie de les faire sans les chaussures, tu poses les chaussures, est-ce que tu as le droit de récupérer après? Bon, bref, c'est un sujet qu'on évoquera plus tard. On parle des chaussures, on parle aussi très souvent, en tout cas du haut de mon grand âge de pratiquant de triathlon, du talc. Est-ce qu'on met du talc? Est-ce qu'on n'en met pas? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte pas quand on revient du vélo? Des fois, on est dans des ambiances un peu humides ou alors des fois, on sue un peu des pieds. Est-ce que c'est une bonne chose de mettre du talc? Dans quelles chaussures? Les chaussures de vélo, les chaussures de course à pied? C'est quoi ton avis là-dessus? Le talc, vous le verrez souvent utilisé par les athlètes un peu expérimentés dans leurs chaussures de course à pied pour pouvoir justement courir pieds nus. Ça permet d'absorber un peu l'humidité et globalement, on va dire, d'améliorer le confort. Donc mettre du talc dans ses chaussures de course à pied,
c'est une bonne chose si vous envisagez de courir pieds nus. Et on Pieds peut nus dans les également... chaussures. Pieds nus dans les chaussures. Oui, pardon, pieds nus dans les chaussures, sans chaussettes. On peut également en mettre dans les chaussures de vélo. Parce que les chaussures de vélo, alors on va revenir sur ce point peut-être, mais si vous choisissez, et c'est la plupart du temps le cas, de faire votre vélo sans chaussettes, avoir un peu de talc dans les chaussures de vélo, c'est aussi une bonne chose. Parce que là, c'est sûr, vos pieds seront humides en sortant de la natation. Donc, la bonne pratique, ouais, c'est aussi d'en mettre un peu dans les chaussures de vélo. Je faisais ce petit aparté. On parlait des chaussettes. Est-ce qu'on en met, est-ce qu'on n'en met pas? La plupart du temps, on met les chaussettes à la deuxième transition lorsqu'on en met, sur la transition vélo, course à pied. Pourquoi? Parce que les pieds sont toujours plus secs à la deuxième transition et donc les chaussettes plus faciles à mettre qu'à la première. La première, on sort de l'eau, mettre des chaussettes avec les pieds mouillés, c'est un vrai enfer. Et la plupart du temps, on n'a pas le même souci de confort dans des chaussures de vélo ou dans des chaussures de course à pied où il y a souvent bien plus de frottement. Yep. Petit point aussi, on a parlé de plusieurs types de triathlon. Ça va du court au moyen, au long, à l'Ironman, à l'ultra. Tu l'as dit, mais il y a aussi des conditions parfois de transition. Parfois, on arrive à son vélo ou on dépose son vélo et puis on repart directement. Parfois, comme sur des organisations comme Ironman, il y a des tentes spécifiques prévues pour ça. C'est pas le sujet du jour, mais regardez-y aussi parce que parfois, sur des triathlons Ironman, ou sur des triathlons extrêmes, on peut avoir envie de se changer complètement, changer la trifonction, mettre une trifonction longue, mettre des vêtements de vélo, mettre des vêtements de course à pied parce qu'on va partir sur un marathon. C'est tout à fait possible. Il y a des tentes qui sont prévues pour ça. Il y a des réglementations à respecter. Parfois, les hommes se mettent pas à poil devant les femmes dans les tentes qui sont prévues par l'organisation. Donc, regardez tout ça. C'est pas le sujet du jour, mais c'était juste histoire d'instiller aussi ce point si jamais vous vous préparez sur des épreuves comme ça. Ouais. Et ça rejoint ce qu'on disait en intro, c'est-à-dire que des transitions, ça se prépare. Ça fait partie de la préparation. Et se préparer aux transitions, c'est souvent un truc qui est un peu sous-estimé, même sur des athlètes qui sont assez expérimentés. Je prends un petit exemple assez simple. Sur un format Alpha Ironman, où on a 1900 mètres de natation, vous allez bosser tout l'hiver pour essayer de gagner, disons, 5 secondes aux 100 mètres. Pour gagner 5 secondes aux 100 mètres en un hiver, il va falloir y nager. Il va falloir s'y mettre sérieusement pour passer ce cap-là. Et 5 secondes aux 100 mètres, en fait, sur un Ironman, ça fait 1 minute 35. Posez-vous la question quand même de savoir s'il n'y a pas dans cette minute 35 que vous cherchez à aller gagner, s'il n'y a pas des choses que vous pouvez gagner en transition. Parce qu'on perd très, très facilement des secondes, des dizaines de secondes, parfois des minutes en transition, qu'on essaye de gagner absolument à l'entraînement sur les autres épreuves, mais qui peuvent être gagnées finalement en retravaillant 3-4 fois pendant l'hiver ces transitions. Sur les conseils pour correctement travailler ces transitions pendant l'hiver, le plus compliqué, ça va être de travailler l'enchaînement natation-vélo. Ça, c'est super difficile parce que c'est très, très difficilement reproductible. On n'a pas forcément une piscine dans le jardin et puis la possibilité d'aller faire un tour de vélo juste après. Ça, c'est assez compliqué. Donc, non, mais en revanche, c'est pas la peine de se préparer à nager 3800 mètres dans une piscine, même dans son jardin, et puis après d'aller rouler 180 bornes pour préparer ses transitions. On peut nager 200 mètres, on peut nager 50 mètres en sprint, juste pour se donner l'impression qu'on est sur la fin de l'épreuve de natation, monter sur le vélo, faire 1 kilomètre, juste pour avoir cette sensation, revenir à la piscine, du copain, le lac ou autre, et puis recommencer. En fait, comme tu le dis, c'est une séance d'entraînement. On préconise pas d'en faire une par semaine, mais une par mois, se mettre une séance d'entraînement où on va travailler les transitions. On fait 15 répétitions de la T1 et 15 répétitions de la T2. Ça fait une séance d'1 heure. Et franchement, déjà, on est plus rassuré psychologiquement. On a quand même bossé. Et puis, ça permet de préparer justement sa prochaine épreuve. Ouais, exactement. Et cette heure-là, elle sera hyper importante et elle permettra des gains, alors soit de tranquillité, soit chronométriques, assez importants. Bien plus que d'aller passer 1 heure supplémentaire à
travailler l'une des 3 disciplines, vraiment. Ça, c'est un truc, tant que vous le maîtrisez pas, tant que vous maîtrisez pas les transitions de manière absolue, continuez à les bosser. Parce que c'est vraiment là que vous allez aussi continuer à gagner du temps. Peut-être quelques petits conseils encore une fois, sur la transition 1, natation-vélo. Après des entraînements, comme tu disais, Hermano, après des entraînements en eau libre, bon, bah, n'hésitez pas à aller enchaîner quelques minutes de vélo. Si vous pouvez pas, quelques minutes de course à pied. C'est pas exactement la même transition, mais vous allez apprendre à enchaîner, sortir de l'eau, être efficace dans votre changement et pouvoir enchaîner sur une autre discipline. Pareil, sur vos sorties en eau libre en natation, sur les 5-10 dernières minutes, bah, activez vos jambes et variez votre rythme respiratoire. C'est des choses dont on a parlé tout à l'heure. Bah, ça, on peut le faire facilement sur une sortie. Et ça permet déjà de l'intégrer. Pareil, sur la partie de la combi, bon, bah, la combi, c'est peut-être un peu moins facile, mais il faut quand même l'avoir retirée au moins une fois chez soi pour pouvoir voir un peu ce que ça fait, quoi. Quand on aura le cardio à 180 et qu'on ne saura plus comment on s'appelle, c'est pas mal d'avoir déjà retiré la combi une fois et de pouvoir avoir intégré ça une première fois. Et pour vous mettre dans l'ambiance, moi, je vous conseille un truc. Vous prenez une douche avec la combi, vous fermez bien toutes les fenêtres, toutes les portes de la salle de bain. Comme ça, il y a une ambiance très hammam, bien chargée. Et à ce moment-là, vous sortez de la douche. Bon, vous risquez d'en mettre un peu partout. Et c'est pas grave, vous passerez un coup de serpillière derrière. Ça fait partie de la transition. Mais sortez de la douche et essayez d'enlever la combi. Si vous l'avez jamais fait, ne serait-ce que dans votre salle de bain, vous allez voir l'engagement que ça vous demande et ça vous permettra de vous préparer à faire ça à côté de votre vélo en vous disant faut pas que j'oublie de mettre le casque, faut pas que j'oublie de mettre le dossard, il faut pas que j'oublie de boire un verre, il faut pas que voilà. Ça participera à votre calme lors de la compétition. C'est un peu de nettoyage, mais ça vaut le coup. Sur le deuxième enchaînement, l'enchaînement et la transition vélo-course à pied, c'est un peu plus facile à travailler. C'est un peu plus naturel et on va pouvoir le mettre en place tout au long de l'année. Ça. Alors, on parle un peu plus d'enchaînement que de transition là sur ce premier conseil, mais dès que possible, après une sortie vélo ou home trainer, n'hésitez pas à aller faire un peu de course à pied. Ça va vous permettre d'appréhender cette situation-là, où bien souvent, on a le cardio qui monte très vite, on a les mollets qui sont un peu contractés, et plus vous le faites à l'entraînement, plus vous créez des adaptations musculaires. Et ces adaptations-là, en fait, elles se font juste à partir de 10-15 minutes de course à pied. Il n'y a pas besoin d'aller faire des gros blocs de course à pied après vos sorties vélo, mais déjà, vous allez courir un quart d'heure, même en endurance, après vos sorties. Pendant l'hiver, ça va permettre de créer des adaptations importantes. Après, les séances d'enchaînement vélo course à pied, ou plutôt home trainer course à pied, souvent elles sont assez faciles à faire. Ça, n'hésitez pas à en faire. Nous, dans tous nos programmes, on en préconise très régulièrement, même pendant l'hiver, pour pouvoir apprendre à l'organisme à appréhender ce changement d'activité. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, Charlie. Je pense, ouais, je pense. Petit point juste de complémentaire, le swimrun est une des disciplines enchaînées et dont la Fédération française de triathlon est délégataire. Tu l'as dit tout à l'heure, en triathlon, on n'a pas le droit à l'aide extérieure. Si on part avec quelque chose, on doit revenir, on doit terminer la course avec. Le petit point sur le swimrun, c'est pareil. Si vous vous posez la question de faire du swimrun ou pas, c'est une superbe épreuve. Franchement, c'est sympa. Il n'y a juste pas le vélo. Et pour le coup, on enchaîne plusieurs fois course à pied, natation, course à pied, natation. C'est pareil, vous partez avec du matos, vous devez arriver avec. À la limite, si vous voulez faire un swimrun avec des palmes et avec des plaquettes, il n'y a pas de problème. Mais pensez à courir avec vos palmes, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà. Donc, il y a ce petit point-là. Et pareil, dans le swimrun, les transitions, ça se travaille. Mais le swimrun peut aussi être une bonne alternative à la préparation de vos transitions pour votre triathlon. C'était mon petit point de conclusion que je t'avais réservé, Charlie, alors qu'on n'en avait pas parlé. Non, c'est vrai. En plus d'apporter de la diversité dans la pratique, ça permet en plus de bien bosser pour ces objectifs de triathlon.
Écoute, on a fait un bon tour. Qu'est-ce qu'on se souhaite? Que toutes nos auditrices et tous nos auditeurs qui auraient des questions complémentaires reviennent vers nous. Si vous voulez effectivement voir à quoi ça ressemble, tout ce qu'on a pu vous raconter alors que vous n'avez jamais fait de triathlon, allez voir des copains faire des tris. Et puis sinon, direction opentree.fr pour en savoir un petit peu plus. Et puis, on avait aussi écrit le livre Devenir triathlète, dans lequel vous avez quelques infos sur le matériel, sur les transitions et sur plein d'autres choses. Donc, n'hésitez pas. Tout ça, ça se retrouve sur devenirtriathlète.com. Merci Armano, je pense que on a fait un bon tour. J'espère que ce format va vous apporter des conseils pratiques et vous permettre de progresser un peu à vous qui nous écoutez. Et puis faites-nous vos retours. Encore une fois, hein, sur Spotify, vous pouvez laisser des commentaires sous l'épisode. Vous avez bien sûr notre Instagram où vous pouvez nous poser vos questions, vous envoyer vos messages et nous dire un peu ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Et puis on se retrouve le mois prochain. Ça marche. À plus. Salut.